La joie et l'honneur d'inviter le président du 119e congrès de l'Association française de chirurgie, Jean-Robert Delperot. Merci beaucoup. Merci Patrick. Chers collègues, chers amis, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, je me dois avant toute chose de remercier le conseil d'administration de l'Association française de chirurgie de m'avoir confié la présidence de ce 119e congrès. Je succède ainsi à mon ami Georges Mention. Alors, je voudrais bien, si vous le permettez, avant de commencer, c'est avec beaucoup d'émotion que je voudrais rendre hommage à Christophe Mariette. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qui a déjà été dit, simplement, chacun le sait, il était brillant, il était libre, il assumait sa différence, ce qui était tout à fait remarquable. Et je remercie Jacques Belghiti des mots qu'il a eus. Je l'ai fait mien aujourd'hui. Le plus bel hommage que nous devons lui rendre, c'est de continuer son œuvre avec une urgente réflexion sur les conditions de travail qui nous sont aujourd'hui proposées. J'ai une pensée particulière pour sa famille. Je connais sa sœur, kinésithérapeute à Marseille, et j'ai rencontré ses enfants à Lille, qui l'aimaient tant, et qui pour lui était probablement le plus important. Monsieur le Président, mon cher Denis, que dire des mots de présentation, sinon qu'ils me touchent beaucoup. Je ne m'attendais pas à des vers, je suis comblé. Merci de ce que tu fais pour l'AFC avec une équipe formidable. Merci aussi de ce que tu fais à Bordeaux avec une équipe que j'aime beaucoup. Au-delà de la chirurgie, nous partageons la passion de l'océan, certes d'une façon différente, mais qui nous rapproche. Tu t'éloignes des côtes sur les longues houles de l'Atlantique. J'essaie de m'en rapprocher pour y trouver le déferlement. Cette présidence est un immense honneur. Sans doute flatte-t-elle l'ego plus que de raison, mais elle peut être aussi la source de quelques interrogations. Pour peu que l'on se mette à penser que c'est le moment éphémère qui précède celui où l'on va poser son sac, comme le disait M. Charles Proy, que j'admirais. Quelques mois avant ma nomination comme PUPH, il m'avait accueilli dans son bureau au-dessous de l'image d'un immense requin citron. Et il m'avait dit « Tout disparaît alentour avant même qu'il n'apparaisse ». Cette phrase est restée gravée pour moi. Il avait apaisé mon angoisse de jeune impétrant et nous avions parlé de la mer. Lors de mon tour de France précédant le concours de la Greg, M. Bernard Launois m'avait posé cette question déstabilisante. Pourquoi vous ? Alors pourquoi cette présidence ? Sans doute au-delà de mon activité clinique et universitaire, mon implication au sein de l'AFC a-t-elle emporté la décision ? Je vous avoue avoir lu plusieurs discours de mes brillants prédécesseurs. J'aime l'enseignement, j'aime transmettre. Cependant, coutumier des anecdotes et des digressions, je craignais d'être beaucoup trop long. Il est traditionnel de parler de soi, même si cela peut paraître présomptueux. Je voudrais ici surtout évoquer les événements marquants de ma jeunesse qui m'ont conduite à la faculté de médecine et les rencontres qui ont été déterminantes tout au long de ma vie chirurgicale. La chance m'a souri, c'est très connu, la chance fait partie de la vie. Qu'il me soit ici permis de remercier quelques-uns de mes aînés qui m'ont soutenu, me pardonnent ceux que j'oublie, Michel Malafosse, Christian Meyer, Christian Partinski, Jacques Beaulieu, Roland Parc, Jean-Pierre Triboulet, Daniel Jecq, François Laquenne, Bernard Prader et Jean-Pierre Hanaud. Mon cher Jean-Pierre, je t'ai accompagné comme secrétaire général pendant les 6 années de ta présidence. Ce fut un plaisir. Nous avons travaillé beaucoup, mais nous avons aussi beaucoup ri. Tes précieuses fiches cartonnées s'étalaient comme un plan de bataille figurant les journées et les sessions. Le crayon HB, la gomme et bien sûr ton portable étaient nos outils indispensables. Je ne sais si Patrick se sert encore de ces fiches merveilleuses. Merci Jean-Pierre pour ces moments passés ensemble dans ton bureau angevin. Je suis venu au congrès de l'AFC pour la première fois lorsque j'étais chef de clinique et j'ai le souvenir du premier orateur qui m'a ébloui. Il s'agissait de M. Jean-Noël Maillard. Il parlait ici même du syndrome de Budd-Chiari, quelque temps avant sa disparition,
au cours d'un reportage sur Arte, je l'ai reconnu à sa voix off. Lorsque l'on parle aujourd'hui des résections veineuses pour cancer du pancréas, il faut se souvenir qu'il fut le premier à dire que la mobilisation du mésentère permettait une anastomose sans greffon. Les greffons fleurissent encore aujourd'hui outre-Atlantique, je le crois. Tout fut affaire de rencontres dans ma vie chirurgicale, et puis bien avant. Je suis né en 1950, à l'époque du baby-boom, dans la plus vieille ville de France, Marseille, fondée par les Grecs il y a 2600 ans, riche d'une diversité incroyable et ouverte sur la mer de toutes les origines. Je veux dire ici un mot de cette ville éclaboussée récemment et à juste titre par un journaliste du New York Times qui en faisait pourtant une destination incontournable et qui vantait les mérites architecturaux du MUSEM et de son concepteur, Rudy Ricciotti. Je me permets de citer Jean-Claude Izzo parce que je trouve ces phrases, Jean-Claude Izzo, cher à Yves Panis, qui écrit dans Total Kéops « Marseille n'est pas une ville pour touristes. Il n'y a rien à voir. Sa beauté ne se photographie pas, elle se partage. Ici, il faut prendre parti, se passionner, être pour, être contre, être violemment. Alors seulement ce qui est à voir se donne à voir. » Je suis issu de l'immigration ouvrière italienne qui suivit la Grande Guerre. Mon père et ma mère ont grandi à Marseille, alors que d'autres membres de ma famille ont poursuivi leur route pour s'installer à Sao Paulo. Je ne connaissais rien du monde médical, rien ne m'orientait vers la faculté de médecine, je ne pouvais l'imaginer, et je m'en vais vous conter 2 anecdotes qui illustrent le caractère tout à fait improbable de ce chemin. J'avais 14 ans lorsque je visitais mon oncle récemment appendicectomisé. L'appendice réséqué était alors donné au malade comme preuve de l'acte dans le liquide d'un tube de 4 gouttes vidé de son fil. On me montra l'objet, exhibait tel un trophée, je m'évanouis sur le champ. Ça partait très très mal. L'épisode me fit jurer de ne plus jamais remettre un pied dans un hôpital. Plus tard, la veille du baccalauréat, je subis bien trop tardivement une amygdalectomie pour des angines récurrentes. Cette opération vieille de 2000 ans fut pratiquée au fauteuil. J'étais le plus vieux au milieu d'une bande de gamins hurlants. Les suites furent cauchemardesques. Je perdis la voix quelques semaines, puis je nasonnais honteusement pendant quelques mois. Cette opération m'occasionna quelques fausses routes mémorables et des mois de rééducation orthophonique. J'appris bien plus tard qu'il s'agissait d'un décollement du voile. Bref, comment pouvais-je imaginer devenir chirurgien ? J'avais en fait grand plaisir à travailler avec mon père dans son atelier d'artisan mécanicien et je trouvais mes études littéraires tout à fait à mon goût. J'étais nul en maths, ignorant des choses de la physique et de la chimie. Je devais poursuivre lettres supérieures et j'arborais fièrement, au revers de ma veste en velours noir, l'insigne des élèves de la classe de latin-grec du lycée Thiers, une chouette, modeste réplique de l'Aribal proto-corinthien. J'avais étudié la légende de Prométhée dans le texte, condamné pour avoir volé le feu. Plus tard, je me suis souvent demandé comment les Grecs pouvaient avoir imaginé la régénération hépatique. Je devais donc être cagneux, avec un H, quand un événement majeur est venu bouleverser mes plans. Mai 68. Tout avait commencé à Nanterre lorsque Daniel Cohn-Bendit fut exclu de l'université pour avoir poussé un professeur dans la piscine alors qu'il visitait le campus universitaire. Les étudiants le soutinrent, le mouvement du 22 mars était né, et s'il est vrai qu'à Paris, la Révolution fut le centre des événements, Marseille ne fut pas épargnée. Tout convergeait alors pour entretenir une effervescence contestataire. Comme le souligne l'analyste du moment Pierre Schweitzer, le reste du monde connaît alors la guerre du Vietnam, le printemps de Prague et les prémices du mouvement hippie. Le lycée Thiers, dans lequel j'avais effectué toute ma scolarité secondaire, était dans la tourmente. Il était occupé. Les drapeaux noirs flottaient au sommet de la chapelle qui est devenue aujourd'hui le théâtre des Bernardines. Le lycée fut rebaptisé lycée de la Commune de Paris. Les classes préparatoires de lettres s'affrontaient avec celles de l'école militaire de Saint-Cyr. Il s'ensuivit une épuration qui a laissé des traces indélébiles chez un certain nombre d'entre nous.
J'en fus pour ma part une victime heureuse, puisque je lui dois d'être devenu chirurgien. Il s'ensuivit mes débuts hésitants en peinture et surtout quelques errances, jusqu'à la réforme de M. Edgar Faure, sans laquelle je n'aurais jamais pu m'inscrire en médecine, et la lecture d'un petit fascicule de sémiologie médicale du concours médical donné par Monseigneur Bernard de Lanversin. Il était médecin, juriste, et avant qu'il ne quitte Marseille pour rejoindre la Rote Vaticane, il me dit « Cela pourrait t'intéresser ». Ce petit fascicule fut déterminant, et si l'on se réfère au cinéma de Julien Duvivier, les Italiens peuvent être rouges, mais fréquenter le clergé. Me voilà donc inscrit en médecine contre toute attente. Mon père était bon et tolérant. C'était aux grandes dames de ma mère qui me rêvait instituteur, ou mieux, professeur de lettres, ce qui était pour elle une promotion sociale formidable. L'ancien PCB nous conduisait à la faculté des sciences. Les débuts furent chaotiques comme prévu. La physique, la chimie, qu'elle soit organique ou générale, les OH, les C, les structures, me désespéraient et les QCM m'exaspéraient. Heureusement, il y eut quelques notes de biologie et l'anatomie qui m'a sauvé au cours du second semestre en faculté de médecine. Aujourd'hui, lorsque je suis contraint de surveiller les examens du PACES, je me dis que je serais incapable de franchir l'obstacle. Tout ceci donne à réfléchir sur les modalités actuelles de la sélection. Pendant mon externat, la neurologie me passionnait, l'école marseillaise était brillante, mais je trouvais l'échec thérapeutique désespérant. J'abandonnais l'idée d'être neurochirurgien à l'occasion d'un choix dans le service de notre futur maire, M. Robert Vigouroux. Je préparais le concours de l'internat avec mon ami Hervé Kadji, dont le frère Claude était vieil interne dans le service de chirurgie digestive de l'Hôtel-Dieu, chez M. René Bricot. Je fus rapidement convaincu que c'était le métier que je voulais choisir. Claude Kadji est devenu mon premier mentor. Nommé au concours de l'internat en 1974, je fis mon premier choix à l'Hôtel-Dieu, dans l'espoir d'y prendre les gardes qui avaient la réputation d'être très mouvementés en raison de la proximité du quartier du Panier, qui était le repère de la pègre marseillaise. Et je vous le dis, ce fut le cas. Mon amitié avec Patrice Letreut a commencé à cette date. J'ai habité à l'Hôtel-Dieu, j'y ai passé 3 années merveilleuses, et la coursive du haut de l'Hôtel-Dieu, où siégeait le bureau du patron et celui de Patrice, alors jeune chef de clinique, était le lieu de toutes les discussions. Patrice Letreut a été le premier d'entre nous à comprendre qu'il fallait voyager. Nous l'avons fait plus tard, pour la chirurgie, mais aussi bien souvent pour surfer aux 4 coins du monde avec nos enfants. Pour mes enfants, ce ne fut pas sans conséquence, j'y reviendrai dans un instant. L'Hôtel-Dieu a fermé ses portes en 2006. Il est devenu un hôtel de luxe, comme l'Hôtel-Dieu de Lyon et le couvent des Minimes à Lille, dans lequel François Pruvot nous a invités récemment. S'agit-il d'une seconde vie pour l'hôpital ou d'une argumentation démissionnaire qui brade au privé les joyaux patrimoniaux? Je ne suis jamais retourné à l'Hôtel-Dieu. Il y a des lieux où l'on ne retourne pas. Chemin faisant, j'avais passé le concours de moniteur puis d'assistant d'anatomie. Nous avions, avec Bernard Crespi, réalisé un travail sur les veines du pancréas. Il s'agissait des prémices d'une passion pour une chirurgie qui me paraissait alors totalement inaccessible. En 1980, M. Gérard Guérinel, qui avait guidé mes pas en anatomie et dont j'avais été l'interne, venait d'arriver depuis quelque temps à l'IPC. Il me proposait de le rejoindre alors que je devais être chef de clinique chez M. Bricot. Gérard Guérinel était un personnage passionné d'opéra et de voile. Lors de son départ en 1998, Marc Valli a prononcé ces phrases que je fais miennes aujourd'hui. « Autant dire, monsieur, que vous fûtes le Wotan de la faculté. Démiurge grandiose, autant qu'excessif, un doyen parfois détesté, souvent admiré, voire adulé, mais ne laissant jamais indifférent. N'est-ce pas là le gage d'une personnalité hors du commun ?» La confiance et l'affection de M. Guérinel, l'amitié et le soutien indéfectible de Dominique Maranacchi, puis de Patrice Viens, successivement directeur de l'Institut Paoli-Calmette, après M. Carcassonne qui m'avait adopté, m'ont permis de créer une équipe et de la faire progresser.
Les débuts furent difficiles car l'Institut représentait à Marseille le lieu, avec un grand L, où l'on va mourir. Je rêvais de chirurgie hépatobiliaire et pancréatique depuis mes travaux d'anatomie. Je dois à Patrice Letreut d'avoir participé pendant plus d'une décennie au programme de transplantation hépatique dont j'ai par conséquent connu les tout débuts. Patrice avait séjourné chez Thomas Starzl à Pittsburgh et nous sommes allés à Hanovre visiter Rudolf Pickelmeyer. Puis, plus tard, Peter Lodge à Leeds. J'avoue que, jeune chef de clinique, j'étais déprimé par l'autarcie de la chirurgie marseillaise qui était l'antithèse de ma conception de la création d'une équipe. Les temps ont bien changé. Tous ceux qui travaillent à mes côtés ont voyagé. Le concours d'agrégation est marqué pour moi par le souvenir d'un Tour de France que je n'aurais pu réaliser sans le soutien de Claude, mon épouse, tant j'étais persuadé de ne pas faire face. Les modalités avaient évolué, l'attente fut longue puisque le concours fut reporté de 1986 à 1988. Je voudrais rendre hommage ici à mes deux rapporteurs qui furent essentiels, Paul-Henri Cugninck, aujourd'hui malheureusement disparu, et Jean-Pierre Favre, ici présent, qui m'a assuré d'un soutien indéfectible bien au-delà du jour J. En 2006, j'ai intégré le CNU pour la première fois à la suite de M. Henri Richelme. Il était alors présidé par M. Roland Parc. Je découvris au cours de ce mandat une pépinière de jeunes talents. Certains sont devenus des patrons, certains sont devenus des amis proches, dont Alain Sauvanet, d'autres se reconnaîtront. Je suis très heureux d'avoir été réélu pour le temps qu'il me reste, au moment où François Pruvot et Christophe Mariette ont œuvré avec conviction pour la réunification des deux sous-sections. Je voudrais évoquer ici, si vous me le permettez, deux rencontres essentielles dans ma vie chirurgicale et humaine. La première, celle avec Claude Duguay, et elle fut déterminante à plusieurs titres. J'ai rencontré un chirurgien talentueux, tout le monde le sait, mais aussi un homme charmant. Il m'a fait rencontrer Henri Bismuth, que j'admire et avec qui je crois pouvoir dire aujourd'hui que j'ai des relations privilégiées, comme d'ailleurs avec toute l'équipe de Paul Brousse qui lui a succédé. Claude Duguay m'a permis d'intégrer la CHBT. La proximité relative de Marseille et Monaco a fait que nous avons eu régulièrement un staff commun où j'ai beaucoup appris. J'ai compris de lui ce qu'était une trisegmentectomie gauche, et ceci dès visu. J'ai pris une décision déterminante pour la suite de ma carrière. Je lui dois d'être resté à l'Institut Paoli-Calmette, dans mon nid, selon ses propres termes. Monsieur, vous avez côtoyé un géant, Thomas Starzl, dont on se demande encore pourquoi il n'a pas été nobelisé. Je suis très heureux que vous soyez là aujourd'hui. La seconde rencontre est celle que j'ai faite avec Lorenzo Capussotti. Je la dois à Dominique Franco. Dominique me fit venir à Turin pour les journées HPB de l'hôpital Mauriziano. C'était la ville de mon père. Nous sommes devenus très proches. Lorenzo m'a fait découvrir une part de ma généalogie, tout à fait méconnue de la famille. Je fus accueilli au bloc, alors que je m'apprêtais à faire un live, avec un livre. Francesco Del Pero était le bandit le plus célèbre de la région turinoise, mais la légende dit qu'il détroussait les riches pour donner aux pauvres. Je veux bien le croire. Au-delà de sa passion pour la chirurgie hépatique et de son attachement au groupe des compagnons, Lorenzo était un bon vivant. La table d'Albert au port des pêcheurs de Biarritz était devenue une tradition. Son fils Umberto, enseigné par mes fils, est devenu un bon surfeur. Je ne saurais dire à quel point sa disparition, à la veille de la nouvelle page milanaise de sa carrière, m'a affecté. J'ai une pensée aujourd'hui pour Livia, son épouse, et ses deux garçons. Parler de Lorenzo évoque pour moi le souvenir de Gilles Manta, avec qui il était très lié. Ma vision de la chirurgie est celle d'une fulgurance. À l'échelle du temps, c'est remarquable. L'Antiquité foisonnait d'idées, comme en témoigne ce foi des Babyloniens. Le XVIIIe siècle a vu l'Asie nous devancer, tant l'Inquisition, qui régnait dans les souverainetés d'Europe, a fait du tort. Les magnifiques manuscrits japonais en témoignent.
Le XIXe siècle et le début du XXe furent les balbutiements. Ma génération a vu des progrès inouïs. Malgré les contraintes qui nous accablent et les servitudes volontaires que nous nous sommes imposées, je suis convaincu que le malade est au centre d'un équilibre innovation-éthique. La transgression réfléchie et novatrice peut être encore source de progrès. Nombre de mes prédécesseurs ont insisté sur les contraintes qui pèsent sur nous. La chirurgie reste un métier magique. Est-ce bien un métier ? Je voudrais terminer ce discours par quelques réflexions en forme de supplique aux jeunes chirurgiens, qu'ils se destinent ou non à une carrière universitaire. Avant l'hyperspécialité, la culture générale est indispensable pour faire de vous de bons cliniciens. Gardez le souvenir de ce qui vous a précédé. Aucun de vous ne part du même point que nous. Vous bénéficiez des acquis et vous verrez des transformations que nous ne pouvons pas soupçonner. Apprenez de vos erreurs et de celles des autres. Lisez et voyagez. Jeunes universitaires, parlez l'anglais sans complexe. Seul le message compte et l'accent français peut être charmant. Si l'on vous pose une question incompréhensible, tant pis pour le texan qui l'aura posée, il n'aura pas la réponse. Ça m'est arrivé, j'ai appris a posteriori qu'il parlait un français impeccable, je l'ai haï. Si je me retourne, ma satisfaction sera de laisser une équipe formidable que dirigera avec plus de rigueur que moi Olivier Turini. Merci à Bernard Lelon, Cécile de Chaise-Martin, Jérôme Guiramant, Jacques Ewald, Hélène Meillat et bientôt Hugo Marquez de m'accompagner encore pendant quelques temps. Pour conclure ce discours, je voudrais vous entraîner quelques instants ailleurs. Mes enfants ont supporté mes absences et je leur rends ici hommage. Ils me font rêver. Marguerite Duras disait « Regarder la mer, c'est regarder le tout. Si la liberté disparaît un jour, il restera toujours un homme pour en rêver. » Ma fille Caroline danse, mes fils Antoine, Édouard et Greg surfent, ils parcourent le monde. Avec l'autorisation d'une mère bienveillante, Antoine et Édouard ont fait de l'océan leur terrain de jeu, puis leur métier dans lequel ils excellent. J'en suis fier, j'en suis heureux. Comme me le disait M. Huguet récemment, il existe une vie après la chirurgie. Participer à une action humanitaire me tenterait. Celle de l'association Chirurgie Solidaire que vous avez créée avec M. Pouliken rendrait peut-être plus de services durables que ceux qui ont résulté de la chirurgie complexe qui a fait mon quotidien. Il faudrait que j'en ai le courage. J'espère pouvoir encore surfer. J'ai au Pays Basque l'exemple de mon ami Joël de Ronet qui, à 80 ans, surfe toujours Guattari. Mes fils me pousseront peut-être encore un peu. Après avoir déclaré ouvert le 119e Congrès français de chirurgie, vous le souhaitez excellent, je voudrais vous présenter en quelques mots mon invité, mon ami Gérard Tracandi. Gérard Tracandi est né en 1952, il était professeur à l'École supérieure des Beaux-Arts de Marseille et à l'École d'architecture de Marseille. Il a été professeur invité de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Il est aujourd'hui un peintre reconnu. Comme la main du chirurgien, celle du peintre œuvre. Et l'œuvre de Gérard Tracandi est fondée sur un paradoxe, puisqu'elle se situe entre l'abstraction et le réalisme. Il est l'auteur, bien sûr, de nombreuses expositions. Il travaille dans ses ateliers d'Aix-en-Provence et de Paris. Voici quelques images qui donnent une idée de son travail actuel, bien qu'il ne s'agisse que de diapositives qui rendent bien mal compte de l'ampleur des formats et des nuances de couleurs. Mais cela donne tout de même une idée. Je suis très heureux qu'il ait accepté d'être l'invité d'honneur de cette séance inaugurale. Je lui ai suggéré un titre. Il en a fait le sien. Je vais donc lui laisser la parole. Merci à tous de votre écoute attentive.